base sur laquelle les peintres, non seulement les impressionnistes, mais avant les impressionnistes, se sont appuyés pour, je dirais, fonder les principes de leur peinture, c'est un certain nombre de personnages. D'abord Newton, parce que Newton, non seulement il s'est pris une pomme un jour sur la figure, mais il s'est aperçu que de temps en temps, quand le soleil traversait les pampilles de son lustre, si toutefois il en avait, eh bien il y avait une diffraction de la lumière et que cette lumière était dispersée selon un arc-en-ciel. Il a peut-être regardé le ciel aussi par temps de pluie, bien sûr. Donc, il s'est aperçu que la lumière blanche, c'est-à-dire la lumière solaire, par convention, on dit que la lumière solaire est une lumière blanche. Que la lumière solaire était en réalité le résultat de l'addition d'un certain nombre de lumières qui étaient des lumières pures. Alors, il ne savait pas encore regarder, bien sûr, un spectre avec les dispositifs microscopiques adaptés, donc il ne savait pas qu'il y avait des spectres à raies, donc il voyait, dans le ciel, il voyait un spectre à bandes. Et il a compris que le spectre solaire, en fait, que l'arc-en-ciel, en somme, était la dispersion au travers des gouttes de pluie, en somme, était la dispersion des rayons solaires. Et donc que la lumière blanche était la dispersion d'un certain nombre de couleurs qu'il a appelées couleurs primaires pour les unes et couleurs complémentaires pour les autres. Et il s'est aperçu que le phénomène était réversif, n'est-ce pas? Parce qu'en peignant un disque avec, alors on va dire par convention, parce que les imprimeurs, ils ont d'autres codes, d'autres manières de nommer les couleurs, etc. On va faire simple, on va prendre Chevreul comme base. En peignant donc un disque, en mettant un tiers rouge, un tiers bleu, un tiers jaune, et en le faisant tourner à toute vitesse, le disque apparaît blanc. Pourquoi? Parce que les lumières qui arrivent dans l'œil avec ce qu'on appelle la persistance des images lumineuses, les informations qui viennent du disque se fondent en une dans l'œil, et donc avec les trois couleurs primaires, on arrive à restituer la lumière blanche. La lumière qui est réémise par le jaune, c'est simplement les radiations jaunes de la lumière incidente qui sont envoyées dans l'œil. Pas tout à fait vrai, mais c'est surtout la lumière jaune, et les autres, on ne les voit pas. Bon, ça serait intéressant, mais bougrement compliqué. Mais si ça vous amuse, je suis prêt à venir un jour vous faire une conférence sur la couleur. Et j'aime mieux vous dire que je vous conseillerais de vous munir d'un cachet d'aspirine avant de venir. Alors, le personnage qui, en France tout au moins, il y en a eu d'autres, il y a eu même Goethe qui s'est emmêlé les pattes dans des théories de la lumière qui sont avérées pas tout à fait vraies et pas tout à fait fausses à la fois, mais enfin dans le fond il s'est quand même un peu planté, le père Goethe, et il était très très sollicité par ses recherches sur la lumière, n'est-ce pas? Vous savez qu'en mourant il a dit « mehr Licht », c'est-à-dire encore plus de lumière. Alors peut-être qu'il était ébloui par la dernière lumière qu'il voyait. Je ne vais pas me mêler d'interpréter Goethe. En tout cas, le personnage principal en France, le personnage essentiel, c'est Chevreul. C'est Chevreul, Eugène Chevreul, qui était directeur de la fabrique des Gobelins, et qui a fait un petit peu son Newton, mais à sa manière, c'est-à-dire qu'il était chimiste, essentiellement Chevreul, il a été professeur au Collège de France, enfin, c'était quelqu'un qui n'était pas un bricolo, il faisait en somme des expériences. Il s'est aperçu un jour qu'il avait un tissu, puisque directeur de la fabrique des Gobelins, et un tissu qui était en partie rouge et en partie noir. Et il a trouvé que le noir était pisseux. Alors il a engueulé naturellement ses collaborateurs, lui a dit c'est pas du boulot, etc. Ils ont fait les teintes, il a surveillé, etc. Ils ont sorti et le noir était aussi pisseux, c'est-à-dire qu'il était verdi
en somme. Hein. Et voilà comment, non pas votre fille est muette, mais voilà comment Chevreul a découvert le principe des contrastes simultanés. Parce qu'il s'est aperçu que le rouge, dans sa proximité, émettait des lumières complémentaires, et ces lumières complémentaires, le complémentaire du rouge c'est du vert, et en lisière, le vert se mélangeait en noir et faisait qu'on ne pouvait pas obtenir un noir franc. Alors, il a fait une série d'expériences à partir du prisme de Newton qui dispersait les couleurs et selon des zones, encore une fois, qui sont traditionnelles. Hein, il en a tiré 6 zones. En fait, il y en a 6, 7, parce qu'aux franges, on ne sait pas très bien. Hein, bon, pour faire vite et pour ceux qui savent, déjà la limite du rouge, de l'infrarouge, donc, et du violet, c'est-à-dire du ultraviolet. Et alors, si vous mettez le violet dans les couleurs, vous apercevez que ça fait bien 7 couleurs et pas 6. Or, dans le schéma de Chevreul, il y en a 6 des couleurs. Alors ça, c'est le disque de Chevreul lui-même, l'objet historique. Je ne pouvais pas ne pas vous le montrer avec la statue de Chevreul. Chevreul qui est né en 1786 et qui est né en 1800 et qui est mort en 89, donc une vie belle et bien remplie. Vous pouvez aller le saluer au cimetière de l'Aigues-les-Roses, ce que je ne manque jamais de faire, parce que, dans le fond, c'est un peu lui, le peintre de la peinture moderne. Et quand, madame, vous me posiez la question, est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Eh bien oui, il savait ce qu'il faisait, parce qu'il connaissait les théories de Chevreul. Il connaissait les théories de Chevreul, et il n'était pas les premiers, d'ailleurs. Le premier à avoir mis en pratique les théories de Chevreul, c'est qui? C'est Delacroix. Delacroix a été tout de suite au courant des théories de Chevreul. Il a commencé à les appliquer. Et ça a fait d'ailleurs, ça a eu une influence considérable sur sa peinture, et très tôt, hein, notamment dans la manière dont il rapprochait les couleurs complémentaires. Parce que les couleurs complémentaires, lorsqu'on les rapproche l'une de l'autre, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, le rouge produit du vert dans le vert, et le vert produit du rouge dans le rouge. Donc ça renforce les couleurs, ça les exalte, si vous voulez, et ça les rend encore plus différentes les unes des autres. Delacroix connaissait ça, et très tôt dans ses tableaux, il a utilisé, pas de manière systématique, comme c'est devenu après la règle, si vous voulez. Quand les gens, vous comprenez, quand les gens savent, toujours pour vous répondre, madame, quand les gens savent, ils font, et ils ne peuvent pas se départir de leur savoir, vous voyez? Je le dis souvent, c'est une expérience que vous pouvez faire dans les musées si vous voyez un tableau de Seurat. Seurat, donc, c'est ce qu'on appelle le pointillisme, ce qui n'est pas un bon terme. Hein. Seurat disait le chromoluminarisme, et il faut dire le chromoluminarisme ou le divisionnisme. Chromoluminarisme, c'est pas compliqué à dire et ça permet de briller en société. Alors, lorsque vous regardez un tableau de Seurat, quand vous êtes loin, vous pénétrez une pièce où il y a un tableau de Seurat, donc vous voyez un tableau qui est coloré. Puis après, vous vous approchez très près et vous voyez que, évidemment, ces couleurs, c'est les petits points. Vous reprenez du champ, pas trop évidemment, vous reprenez du champ, les petits points, vous les voyez toujours. Ils ne disparaissent pas de votre conscience, vous voyez. Vous avez appris à voir, votre cerveau a enregistré le message, il le garde, il le sait, et quand on sait, on voit. Pas le contraire. Hein, quand on sait, on voit. Parce que quelquefois, quand on ne sait pas, on passe devant un truc qu'on ne voit même pas. Moi, j'ai donné des devoirs quand je faisais de l'assistanat en histoire de l'art. J'ai commencé par enseigner l'art médiéval, et je reviens de loin, et j'avais donné à décrire le triforium de Chartres. Eh bien, parmi les descriptions, parce que c'était un peu archéologique comme point de vue, hein, alors il y en avait qui disaient qu'il y avait deux arcatures, d'autres qui disaient qu'il y en avait 3, etc. C'est-à-dire que les gens, comme dit le texte sacré, ils ont des yeux et ne voient point. Donc il faut savoir pour voir.
Donc, je vais vous dire 2 mots quand même de ça. Là, vous avez un joli mélange additif. C'est-à-dire que vous avez un rouge, un vert et un bleu. Bon, moi j'aurais mis des couleurs primaires, mais on fait avec ce qu'on a. Hein. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, alors, ce sont des couleurs qui ont été projetées sur un écran avec un projecteur, hein, avec 3 projecteurs en réalité. Hein. Donc, ce sont des couleurs qu'on projette. Tenez-vous bien. Hein. Donc, on a projeté du vert, on a projeté du rouge et on a projeté du bleu. Vous voyez que 2 à 2, ces couleurs en restituent une intermédiaire, qui est donc une couleur complémentaire du rouge et du bleu. Là, pareil, et là, pareil. Bon, je suis désolé, c'est un peu confus, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute du dessin. Si c'était un dessin chevreul, encore une fois, je vous répète, on aurait des couleurs primaires franches. Jaune, bleu, rouge. Et mon explication serait un petit peu plus claire. Mais en gros, dites-vous que c'est comme ça. Mais, en somme, quand les 2 zones, et c'est ça l'essentiel de cette démonstration, quand ces 2 zones s'interpénètrent, les couleurs qui sont projetées, les flux lumineux qui sont projetés se rajoutent l'un à l'autre. Donc la zone qui est ici, elle est éclairée par le faisceau qui est ici et le faisceau qui est là. Donc cette zone-là, elle est plus lumineuse que celle qui l'entoure. Et quand les 3 couleurs ici, ou ces 3-là, sont réunies au centre, là où les 3 zones s'interpénètrent, vous allez avoir à la fois la zone la plus lumineuse, n'est-ce pas? Et puis en plus, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir du blanc. Pourquoi? Parce que vous projetez les composantes de la lumière, vous les projetez de manière additive, c'est-à-dire en additionnant les flux lumineux. Donc, d'une part, elles se confondent et restituent le blanc, tout au moins au centre, là où elles sont toutes les 3 ensemble, et en même temps, c'est la zone la plus lumineuse. Bon, vous allez tout comprendre de l'impressionnisme, ou pas du tout. Pourquoi elle fait ça? Là, vous avez un autre exemple avec les mêmes couleurs, je crois, ou peut-être pas. Peu importe, encore une fois, je vous dis, pour que ce soit bien, il faudrait mettre les couleurs avec lesquelles Chevreul lui-même a fait ça. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Là, vous avez 3 couleurs qui sont mélangées, mais elles ne sont pas projetées sur la toile. Elles sont étalées avec un pinceau. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, faire un mélange pigmentaire. Vous voyez ? L'autre, celui d'avant, c'était un mélange chromatique. Quand on fait un mélange pigmentaire, et qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on met... Accrochez-vous bien. C'est pas très difficile, hein, mais bon, quand même, au premier abord, c'est pas facile non plus. Il y a des étudiants à l'université qui n'arrivent pas à comprendre ça. Je serais très, très coulant à votre égard si j'ai à vous interroger. Alors, quand vous mettez de la couleur sur une surface, comme ici, par exemple, ce jaune. Bon. Qu'est-ce que je fais en mettant de la couleur? Je fais que ce jaune renvoie vers mon œil les radiations lumineuses qu'il a renvoyées vers mon œil. Ça veut dire que la lumière blanche qui frappait la feuille, ici, blanche, qui m'est renvoyée comme blanche, eh bien, on lui a soustrait toutes les couleurs qui ne sont pas du jaune, puisque je vois du jaune. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Si c'est un flux lumineux, il y aura du jaune qui va s'ajouter aux autres. Mais là, si c'est une tache de couleur, la tache de couleur, elle va en somme retrancher
de la lumière sur la feuille, elle va assombrir, et de quelle manière elle va le faire? En enlevant les composantes qui ne sont pas jaunes. Celle-ci va enlever les composantes qui ne sont pas du rouge, celles-là qui ne sont pas du bleu. Là, les deux effets de soustraction vont s'ajouter l'un à l'autre. Donc, bien au contraire de tout à l'heure, où les deux zones, où cette zone-là était plus lumineuse, puisque je retranche ici, je retranche là, je retranche deux fois la lumière, bien entendu. Et donc la zone ici, elle est plus sombre que ces deux-là. Et la même chose ici. Et au centre, quand j'ai retiré toutes les composantes de la lumière principale, qu'est-ce qui va rester? Du noir. Donc, la synthèse des lumières, elle est additive. La synthèse des pigments, elle est soustractive. Moralité, ce que vont faire Delacroix d'abord, et les impressionnistes alors, de manière très massive, c'est éviter les mélanges pigmentaires. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour avoir des peintures plus lumineuses? Ils vont utiliser la couleur pure qui sort du tube. Ils ne l'utilisent pas en mélange, ou tout au moins ils l'évitent. On n'en est pas encore au XXe siècle où, si on veut, on peut utiliser de la couleur pure, en veux-tu, en voilà. Chez les impressionnistes, c'est pas fait complètement, mais c'est quand même très largement fait. Donc vous avez ici un autoportrait de Cézanne. J'y reviens à Cézanne, parce que c'est quand même un grand bonhomme, n'est-ce pas? C'est un autoportrait qui date de 1890, et qui est à Zurich, à la collection Bührle. Alors, je change de... Pas tout à fait, parce que tout est dans tout. Hein. L'histoire de Chevreul, elle est à reprendre de manière rétrospective dans les tableaux que je vous ai montrés auparavant, et elle va se reprojeter, bien sûr, dans les tableaux qui sont ici. Mais besoin de l'analyse, je ne peux pas vous dire tout en même temps. Alors voilà un tableau de Cézanne, et qui est dans sa période dite constructive. Et donc voilà encore une autre manière de construire l'espace. C'est-à-dire qu'on construit l'espace par la couleur, non pas, enfin oui, ça aussi, par sa qualité, mais aussi par la manière dont elle est appliquée. C'est-à-dire que le travail de la brosse va déterminer dans l'espace, ça se voit très clairement ici, des plans. Vous voyez, des petits bouts de plans qui vont s'agencer les uns avec les autres et qui vont construire un espace. En même temps, vous remarquez que, vous voyez, même sur le visage, et vous voyez que le gris est évité. C'est-à-dire qu'il y a de l'autre ici, et qu'est-ce qui fait l'idée de l'ombre? C'est pas du gris dans la couleur, vous voyez que c'est pas du gris.